Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Aujourd'hui, j'analyse la saison de IF Education EasyPost, l'équipe avec le maillot le plus reconnaissable du peloton, et l'une de mes préférées pour son style offensif. Beau bilan pour la formation américaine en 2024, avec 24 victoires qui sont l'œuvre de 12 coureurs différents. Elle s'est imposée à 4 reprises en World Tour. Pour les monuments, l'effectif est assez dense, mais seul Alberto Bettiol est un ancien vainqueur sur le Tour des Flandres en 2019. Sur San Remo, l'Italien est dans le groupe qui se joue la victoire au sprint et prend une belle 5ème place, son meilleur résultat à date sur la Via Roma. Aux Flandres, loin derrière Van der Poel, Bettiol sort du groupe des outsiders en compagnie de Teuns à 28 km de l'arrivée. Ils collaborent très bien, mais se font reprendre dans les 150 derniers mètres. Le dénouement est cruel pour les deux hommes, et Bettiol se classe 9ème. Stéphane Bissegger termine 26 à Roubaix, et Richard Carapaz occupe la même position à Liège. Sur le Tour de Lombardie, Neilson Powless règle au sprint le 4ème échelon de la course, et finit à une très bonne 8ème place. Pour le Giro, l'effectif est exclusivement composé de baroudeurs, comme Esteban Chavez, triple vainqueur d'étape par le passé, et Michael Valgren. Sur l'étape 5, un groupe de 4 coureurs résiste aux équipiers des sprinteurs, et se joue la victoire au sprint. Valgren lance à 200 mètres, mais se fait dépasser par Thomas sur la fin, et se classe 2ème. Très combatif, et avec un vrai flair pour partir à l'avant les jours où les échappés vont au bout, le Danois finit 2 autres fois dans le top 10 sur les étapes 12 et 19. Andrea Piccolo est 4ème de l'étape 6, en sortant du peloton dans les ultimes kilomètres, mais ne peut revenir sur les 3 échappés. En plein déclin à 34 ans, Chavez ne termine qu'une fois en fin de top 10. Georg Steinhauser est la révélation d'IF sur cette dernière semaine du Giro. Il est 3ème lors de l'étape 15 vers Livigno, à plus de 2 minutes de Pogacar et Quintana. 2 jours plus tard, il est à nouveau confronté au vétéran colombien. Il le distance dans le Passo Brocon et résiste au retour du maillot rose pour remporter une magnifique première victoire chez les pros. Sur l'étape 19, il prend une nouvelle 3ème place et conclut le Giro au 33ème rang. C'est un beau Giro pour l'équipe qui a joué avec ses armes et son courage. Pour le Tour, Carapaz est le leader pour le général. Des baroudeurs comme Ben Illy ou Bettiol auront l'occasion de s'illustrer et Marijn van den Berg devra se débrouiller dans les sprints. Bettiol ne fera qu'un unique top 10 dès la première étape. Carapaz réussit à être avec les meilleurs sur la 2ème étape vers Bologne et se faufile dans le sprint le lendemain pour prendre le maillot jaune. Le bonheur sera cependant de courte durée, car il explose dès la première étape de montagne et perd toute illusion au classement général au 4ème jour de course. Van den Berg rentre 2 fois dans le top 10, avec une 5ème place sur l'étape 8 notamment. Hilly est dans la bonne échappée vers 3, mais n'arrive pas à s'isoler en tête et passe la ligne 5ème au sprint. Il est également dans le top 10 sur le premier chrono. Comme d'habitude, Carapaz profite de ses excellentes capacités de récupération pour bien finir le tour. Surtout, il remporte une magnifique victoire en échappée à Super Devoluy et complète ainsi sa trilogie de victoires en grand tour. Toujours à l'attaque, il prend le maillot à poids lors de l'étape 19 en finissant 4ème et valide sa victoire au classement de la montagne le lendemain et termine 3ème de l'étape en prime. Il conclut le général au 17ème rang et il est élu super combatif. Carapaz fait du Tour d'IF une réussite à lui seul. L'objectif sur la Vuelta est le général, toujours avec Carapaz, et une bonne équipe pour le soutenir sur tous les terrains. L'Équatorien lâche 1 minute 30 dès la première étape de montagne. Lors de l'étape 9 disputée sous de grosses chaleurs, il prend la 2ème place avec une attaque à la mi-étape dès le premier des 3 cols de première catégorie du jour. Son panache lui permet de se replacer en 3ème position au général. Il sera très solide tout au long des 3 semaines de course et prend une très bonne 4ème position à l'arrivée à Madrid. Comme pour Movistar, IF peut déplorer le temps laissé à O'Connor lors de l'étape 6, sinon Carapaz finissait sur le podium. Harry Sweeney est le seul autre coureur de l'équipe à signer un top 10, avec sa 9ème place lors du chrono final. En 2024, IF réalise peu de gros résultats en World Tour. Sur les courses à étapes, Carapaz est 7 en Romandie avec une étape et Van den Berg gagne un sprint en Catalogne. Sur les classiques, Lucas Nehruckar est 4 à Francfort et Powless 6 à Saint-Sébastien. Bettiol s'impose sur Milan-Turin, la plus vieille course du monde encore disputée, créée en 1876. Au niveau continental, IF performe très bien en France avec plusieurs succès sur des courses à étapes. Van den Berg en Loire, Bettiol en Mayenne et Alexander Cepeda dans l'Ain. IF Education EasyPost est 12ème du classement UCI 2024. 19ème mondial, Carapaz connaît un bon début d'année en Amérique du Sud, où il est titré sur son championnat national du chrono, et 2ème en Colombie avec une étape. Il illumine le tour avec ses attaques, sur 5 jours de suite en montagne, et finit avec une étape, un maillot jaune, le maillot à poids, et super combatif. Il est au four et au moulin pour sa formation sur le tour, comme en 2024 de manière générale, avec aussi sa 4ème place sur la Vuelta. À 31 ans et vu la concurrence, je ne suis cependant pas convaincu qu'il puisse remporter un autre grand tour, mais Carapaz, c'est avant tout un feu d'artifice permanent et l'assurance de vibrer devant notre écran et sur le bord des routes. Pour rappel,
Bettiol aurait dû figurer ici, avec sa 43e place du classement UCI, mais il a été libéré pour aller chez Astana en août. Paoles est 70e mondial, avec une grosse partie de l'année loin de ses standards, même s'il se montre combatif sur le Tour de France. C'est en fin de saison qu'il fait ses meilleurs résultats, 6 à Saint-Sébastien et 8 au Québec et en Lombardie. Il ajoute à son bilan 2 victoires au Tour du Piémont et au Japon pour clôturer la saison. C'est un coureur très polyvalent et audacieux, et j'espère qu'il garnira son palmarès avec des victoires plus prestigieuses. Après une saison 2023 exceptionnelle qui l'a révélé, Hili est un peu rentré dans le rang. Quelques top 10 sur des courses à étapes au niveau continental, notamment au Tour de Slovénie où il remporte son seul succès de l'année. L'Irlandais est volontaire sur le Tour, mais ne trouve pas l'ouverture et ses meilleures performances auront lieu avec sa sélection nationale, 10 au JO et 7 aux mondiaux. Même s'il est très fort, son manque de sprint risque d'être préjudiciable toute sa carrière. À voir s'il reprend sa marche en avant en 2025 ou si on a déjà été témoin de son plafond. Van den Berg a connu le succès à 4 reprises en 2024, dont 3 dans le Pays de Loire et un seul en World Tour, en Catalogne, devant un plateau de sprinteurs faméliques. C'est un sprinter avec un très bon punch, idéal pour gagner sur des petites courses, mais qui a du mal à faire la différence au top niveau. Pour compenser, il n'hésite pas à attaquer, mais est un peu bloqué par son profil et j'ai du mal à l'imaginer faire une grande carrière au World Tour. Découvrons les révélations 2024 chez IF. Archie Ryan effectuait ses débuts en World Tour après 4 années dans l'équipe de développement de Visma. Il obtient sa première victoire pro sur la semaine Coppi et Bartali, où il finit 2 au général, et 5 du Grand Prix Miguel Indurain quelques jours plus tard. L'Irlandais se classe 9 au Tour de l'Ain et 5 en Allemagne. C'est un puncher-grappeur solide qui fera sans doute un bon équipier en World Tour. Première saison pro pour Nerourkar, en provenance de la pépinière Trinity Racing, comme Magny ou Lamperti. Il réalise déjà de bons résultats en World Tour, 4ème sur Eschborn Francfort, 2 top 10 au Dauphiné et un podium en Pologne. Le Britannique s'illustre tout au long de l'année et est 2ème au Tour de Kyushu en octobre en montant sur le podium des 3 étapes. Au total, il fera 10 top 5 cette année et je refuse de croire qu'il n'ouvrira pas son compteur l'an prochain. Puncher très véloce avec un potentiel prometteur, j'ai hâte de suivre sa progression en 2025 et je fais le pari qu'il va s'imposer à au moins 2 reprises. Quel bilan pour IF Education Easy Post en 2024 ? On continue la série des 6,5 sur 10 après Jayco et Mobistar. Techniquement, la formation américaine a fait une bonne saison, mais on juge par rapport à l'effectif, et IF manque un peu de réussite au top niveau, avec pas mal de coureurs qui ont été décevants cette année, comme Bissegger, Simon Carr ou Rui Costa. Avec un unique grand leader, Carapace, qui a fait une belle saison, et seulement Van den Berg pour les sprints, IF est obligé d'être porté vers l'avant pour performer, et n'hésite pas à mettre plusieurs coureurs en échappée. C'est ce qui en fait une de mes équipes préférées, l'ambiance est au beau fixe, et elle laisse des libertés à ses coureurs qui courent avec panache. Je salue la philosophie de Jonathan Wouters, parce que ça rend chaque victoire riche en émotions. Est-ce que IF mérite une note de 7 ou plus ? Je suis impatient de lire votre avis sur la question en commentaire.